Bonjour à tous. Merci d'être avec nous en ligne pour ce webinaire sur la digitalisation du financement et du paiement. Je me présente, je suis Alexandre Silam, responsable de la filière gestion et finance d'entreprise chez Finance Innovation. Finance Innovation, en quelques mots, on a été fondé donc en 2007 par l'État et on vise à accompagner sur le business développement, sur la visibilité, la communication, les fintech, insurtech françaises, les TPE-PME. Aujourd'hui, l'enjeu, c'est de présenter donc, la digitalisation du financement et du paiement avec Silver, Aria et Numéral, qui sont des acteurs français de ce domaine. Je vais passer la parole à Sacha Kerr, qui est CMO chez Silver. Bonjour, merci Alexandre pour cette opportunité. Donc moi, c'est Sacha. Je suis Chief Marketing Officer de Silver. Et à propos de moi, je suis un entrepreneur franco-américain qui a été très investi qui est très investi dans la scène tech française depuis 14 ans en tant que coach et en tant qu'investisseur. Et pour Silver, c'est le leader européen du financement des entreprises digitalisées. L'année dernière, par exemple, on a déployé plus de 100 millions d'euros pour l'économie digitale en Europe. Aria, Santa, je te laisse te présenter. Donc, bonjour, je suis Tsanta, Growth Marketing Manager chez Aria. Aria, qui est une fintech qui a quelques années. Et ce qu'on propose, c'est du financement de factures à destination des freelances, des TPE, des PME, des petites structures. Et j'aurai l'occasion de revenir dessus. On propose ce financement-là pour que ces structures aient accès au paiement instantané à la fin d'une mission ou d'une prestation. Voilà ce que je peux dire en quelques mots. Merci. Et Mathieu? Merci Alexandre. Bonjour à tous. Donc Mathieu, je suis en marketing produit chez Numéral. Et Numéral, c'est une plateforme d'automatisation des paiements et de connectivité bancaire. Et on permet justement à des entreprises comme Aria, comme Silver, de se connecter à leur banque pour faire des paiements instantanés, collecter les remboursements, gérer la réconciliation autour de tous ces flux de paiement. On travaille avec des entreprises comme Spendesk, Swile et Alma. On est en train de s'étendre en Europe. Merci. Aujourd'hui, on a choisi de allier le financement et le paiement, parce qu'on a trouvé de multiples synergies et c'est un enjeu majeur dans notre économie. On va commencer par un point de vue macro sur les problèmes qu'a pu résoudre Silver ou encore Aria sur les problématiques de financement. Sacha, je vais te laisser démarrer sur ça. Alors, typiquement, quand on parle des entreprises digitales, aujourd'hui, elles ont beaucoup de mal à se financer parce que typiquement, quand elles vont à une banque ou quand elles vont voir un VC, les banques ne comprennent pas toujours le modèle économique et surtout, elles n'ont pas encore les atouts pour vraiment être finançables. C'est-à-dire qu'en fait, la plupart du temps, elles n'ont pas d'assets, donc elles n'ont pas grand-chose à mettre en garantie pour pouvoir prendre des prêts ou pour avoir d'autres types de financement. Et la plupart du temps, c'est des jeunes pousses, elles ont des modèles économiques assez différents. Donc, quand vous allez dire, tiens, je vais faire du Web3 et je dois faire une campagne TikTok pour avancer, vous allez voir votre banquier pour le financer, c'est difficile. Qui plus est, on va dire la structure du financement, et ça, c'est ce qui est assez difficile dans le monde pas encore digitalisé, quand on voit ce que c'est dans les acteurs historiques. En même temps, un entrepreneur, il va prendre beaucoup de temps à construire un dossier, un business plan, et à le présenter à un banquier qui après va le présenter à un comité, à attendre les logiques de comité, à stresser là-dessus pour potentiellement pas vraiment avoir une réponse très efficace ou très rapide. Et donc là, ça crée pas mal de problèmes. Sur la partie financement de factures. Je pense qu'on vient répondre un petit peu aux mêmes enjeux que Silver sur le financement. On le fait de façon différente, mais le constat initial à l'origine d'Aria, c'est voilà, les freelances, les TPE, les PME, les petites structures, en fait, ont un accès difficile, voire parfois impossible, au cash et au financement. Donc, quand elles vont aller voir un acteur traditionnel du financement comme une banque, le dossier passe pas forcément toujours. Et pourtant, la trésorerie, c'est un enjeu majeur pour n'importe quelle entreprise, quelle que soit sa taille, encore plus pour ces petites structures qui peuvent voir leur croissance ralentie. Donc, partant de ce constat, à l'origine d'Aria, on s'est dit comment mieux servir, comment mieux adresser ces populations. Et on va le faire en proposant une solution qui va
s'appuyer sur 2 leviers. Le premier levier, c'est la distribution par API, et c'est la grosse différence avec des acteurs traditionnels, puisque on va être en capacité de financer facture par facture sur des transactions très granularisées, ce que des banques vont plutôt financer sur des très gros volumes financiers. Ça, c'est le premier point. Et on va s'intégrer à des plateformes, des marketplaces, des SaaS. Et donc, deuxième levier qui est étroitement lié à ce premier-là, c'est la notion d'expérience utilisateur qu'on remet au cœur du financement, puisque l'utilisateur sur sa plateforme, il a accès en un clic à une option de financement instantané. Et il y a cette notion de temps réel qui fait que l'expérience du financement et donc du paiement est différente. Ce qui fait une très belle transition pour mon ami Mathieu, puisque je crois que l'expérience utilisateur, elle est aussi au cœur de leur solution et de leur service. Exactement. Donc nous, on va plus venir en support, encore une fois, d'entreprises comme Silver et Aria. On parle de vitesse de souscription au prêt, d'expérience facile de souscription. Une fois que le prêt est accordé, en utilisant une solution comme Numéral, ces entreprises peuvent effectuer un virement instantané pour mettre entre les mains des clients les fonds directement. Donc ça contribue à l'expérience. De même, pour d'autres entreprises qui fournissent des services via API aux entreprises de financement, donc au-delà du paiement, il y a la vérification d'identité lors de la souscription du prêt, tout ce genre de logique. Le fait qu'il y ait des entreprises qui le développent de façon très modulaire, accessible via API, ça permet de les ancrer très profondément dans les processus des entreprises de financement, d'automatiser et donc d'accélérer les processus de souscription. Merci beaucoup. Et alors, Sacha, du côté de Silver, quel est, en termes de process, de financement, comment ça se matérialise concrètement? Comment les jeunes entreprises viennent vous aborder pour se financer simplement chez vous? Alors, comme je disais, à l'inverse d'un acteur historique où en fait on passe du temps à faire des dossiers, à rencontrer des gens et à attendre, nous, tout se fait en ligne. En fait, on commence, on se connecte, on donne son besoin. Ensuite, on connecte ces logiciels professionnels de tous les jours, des logiciels qui nous permettent surtout de recevoir des éléments comme les commandes et les encaissements, qui nous permettent après de voir un peu et d'évaluer la santé financière de l'entreprise, de pouvoir lui proposer des offres de financement. Et une fois que l'offre est acceptée, en 48 heures, ils ont les fonds. D'accord, très clair. Et du côté d'Aria, c'est le même type de process où on est sur... Alors, chez Aria, on a 2 cas d'usage distincts. Il y a le premier cas d'usage qui est celui d'une marketplace comme Malte, par exemple, que vous connaissez. Malte qui va mettre en relation d'un côté un vendeur, qui est le freelance, et d'un autre côté un acheteur, qui est souvent une entreprise du CAC 40. La mission se fait, lorsqu'elle se termine, une facture est émise. Et en fait, c'est à ce moment-là qu'Aria intervient. Une fois la facture émise, on va la financer et permettre au freelance d'être payé via un bouton aussi, sous 24 à 48 heures. Et l'intégration dans la plateforme se fait très rapidement. Ça, c'est le premier cas d'usage. Deuxième cas d'usage, lorsqu'Aria s'intègre à un SaaS, comme Jump, par exemple, qui est l'un de nos clients, l'idée, ça ne va pas être seulement de proposer un service de paiement instantané, mais ça va être d'augmenter le produit et de permettre de retenir davantage les utilisateurs sur la plateforme. Cette fois, ils ont une option qui leur est proposée, celle d'être payés, s'ils le souhaitent, instantanément également. Donc tout ça se fait par API, en un clic, sur un bouton. Et en termes d'évolution du marché, comment vous avez vu les demandes clients évoluer sur ces méthodes de financement? Clairement, en fait, la plupart du temps, nos clients cherchent à faire en sorte que le financement soit le plus fluide et le plus facile possible. Alors, c'est un peu le embedded finance, où on a des gens qui ont des comptes chez des néobanques comme Conto, qui est un partenaire, et qui aujourd'hui ont des comptes en banque professionnels qui se passent bien. Ils se disent un jour, j'aimerais avoir du financement, j'aimerais pouvoir actionner un projet de développement, un nouveau produit, un nouveau marché, un nouveau recrutement. Et ils se disent, tiens, comment est-ce que je peux m'intégrer? Et là, avec des partenariats comme entre Silver et Conto, on peut en un clic avoir accès à une solution de financement qui permet d'évaluer assez rapidement la santé financière de votre entreprise et donc vous donner des fonds pour que vous puissiez vous développer. Oui, dans notre cas, c'est un petit peu différent. Je pense que le contexte macroéconomique tel qu'il est aujourd'hui a beaucoup accéléré et augmenté la demande de financement, d'accès au cash, notamment pour ces petites structures.
Alors, on pourrait se dire, les taux directeurs augmentent, ça va mal, ça va pas, puisqu'on est un acteur du financement, donc on met à disposition de l'argent. Mais en fait, la demande est vraiment grandissante. Les taux se resserrent et en face, il y a un besoin de cash et de financement, ce qui fait que la demande est presque naturelle venant de ces marketplaces, venant de ces SaaS, pour toutes les structures auxquelles elles bénéficient, donc les TPE, les PME, les freelances. Très bien. Et du côté de Numéral, Mathieu, comment tu as vu l'évolution du secteur du paiement durant ces 5 dernières années? Oui, alors il y a eu l'avènement des BaaS qui permettent aux entreprises fintech qui se lancent, qui doivent gérer des mouvements de fonds, de commencer très rapidement, de bénéficier du statut réglementaire des BaaS, de ne pas avoir à subir tous ces projets en se lançant. Une fois qu'elles grandissent, elles ont peut-être des contraintes réglementaires plus spécifiques, elles veulent ajuster leur profil de risque sur les clients qu'ils onboardent, etc. Et ça ne correspond plus à l'offre des BaaS. Et donc, elles vont devoir travailler avec des banques traditionnelles, intégrer une plus grande partie de la chaîne de valeur des paiements. Et donc, nous, c'est ce qu'on leur permet de faire, de travailler directement avec les banques, de bénéficier aussi des produits de paiement des banques, donc les virements classiques, les virements instantanés, les prélèvements, de gérer tout ça, mais de manière automatique, parce que les banques, encore aujourd'hui, une grande majorité d'entre elles, les banques traditionnelles, pour se connecter de manière logicielle et automatisée avec, ça passe par des fichiers XML, donc voilà, très obscurs, à télécharger, à déposer sur des serveurs, etc. Donc il y avait un besoin de faire ce pont entre les banques traditionnelles et les fintechs qui en avaient besoin. Et en parallèle, on voit bien sûr le développement de tous les paiements mobiles, les paiements de wallet à wallet dans des cercles fermés avec des applications spécialisées, etc. Et à l'heure où on parle de panique boursière sur les banques, notamment sur la banque américaine SVB, en termes de gestion des risques, comment on se prémunit du risque chez Silver, chez Aria, sur la partie financement? Alors, le risque, c'est quelque chose qui est extrêmement important pour nous. Nous, clairement, on vient d'une industrie où on ne peut pas fake it till you make it. C'est vraiment la logique de l'operational excellence. C'est ce qui fait que la boîte peut se développer. Donc, nous, on a un département risque qui est vraiment attelé à essayer de comprendre et essayer de mesurer tous les comportements et tous les, entre guillemets, les tendances qui peuvent amener à des types de boîtes à être en difficulté. Par exemple, en ce moment, on sait que le SaaS, c'est assez compliqué parce que c'était des modèles qui étaient quand même très dépendants des VC et du capital money. Là, comme ça, c'est devenu quelque chose de plus difficile en ce moment. Là, ils sont tous en train de regarder leur runway et leur cash. Donc, nous, on essaie de vraiment anticiper ces points et d'essayer de voir comment est-ce qu'on peut mieux accompagner ces structures dans ces moments difficiles. Mais clairement, on est dans un moment de transition, un moment de transformation, où pas mal de nouveaux usages sont en train d'arriver. Et la gestion du risque et l'automatisation et on va dire, l'opération derrière le risque, c'est quelque chose qui est une clé de succès pour pas mal de fintech aujourd'hui, dont nous, clairement. Ouais, je rebondis sur ce que disait Sacha sur l'automatisation. Je pense que c'est aussi ce qui garantit une certaine sécurité. Si je reprends l'exemple de Malte que je vous citais, en fait, nous, le freelance ne va pas nous facturer directement. On va toujours passer par un intermédiaire qui a lui-même ses propres process, son équipe recouvrement, risque. On a aussi la nôtre en interne, bien évidemment, mais ça donne déjà une première couche de garantie, cette notion d'intermédiation. La deuxième notion en termes de gestion de risque et la façon dont nous, on l'adresse, c'est en fait, il y a de la donnée publique et privée aujourd'hui qui circule et qui font qu'on ne donne pas juste un financement comme ça. On va aller faire de la due diligence, nous aussi en interne, en agrégeant l'information privée et publique, en agrégeant l'information d'un assureur crédit et en agrégeant l'historique de paiement de nos clients. Tout ça va faire qu'on va construire un espèce de macro-scoring interne qui nous permet de dire si oui ou non on est à l'aise pour financer. Et la troisième chose qui, pour le coup, est inhérente à notre modèle financier, c'est qu'on va venir financer des factures, c'est-à-dire des prestations qui ont été effectivement réalisées. Et donc, on a quand même cette garantie-là, contractuelle en plus, qu'on vient financer un passif. Et je rebondis sur ce que dit Sandra parce que c'est parfaitement cohérent vis-à-vis de ce qu'un néo-lender doit arriver à mettre en place pour vraiment
asseoir son opération du risque. C'est que typiquement chez nous, les enjeux, on va dire, techniques autour du risque, ils se jouent dans notre capacité à justement se servir de données publiques ou non publiques par des API pour vraiment pouvoir contrebalancer tous les autres éléments du risque, savoir typiquement si les dirigeants ont eu des faillites, savoir s'il y a des procédures collectives en cours, savoir si l'entreprise a plus de 6 mois, parce que ça donne des covenants spécifiques avec nos partenaires bancaires. Il y a aussi une logique, entre guillemets, de connectivité, parce que typiquement, nous, on se connecte au compte bancaire et on va dire, au CMS ou au PSP de nos clients, ce qui nous permet de savoir typiquement si la donnée elle est live ou si elle n'est pas live. Si elle est live, on sait aussi tout ce qui est en train de se passer au réel. Donc, ça nous permet d'anticiper de manière beaucoup plus précise ce qui se passe. Et puis, il y a la sécurité. Typiquement, nous, chez Silver, toute notre technologie se base sur quelque chose de propriétaire, où on a développé nos propres connecteurs, où on a vraiment une souveraineté de nos données, ce qui nous permet d'avoir, on va dire, une traçabilité et on va dire un caractère moins biaisé sur nos données qui assure qu'on a une méthode de risque assez pointue pour le coup. Et puis nous, dans notre petit domaine, on vient d'être certifié ISO 27001, qui est quelque chose d'assez rare pour une boîte de notre âge, puisqu'on n'a que 2 ans, et qui nous permet d'avoir des process opérationnels et de gouvernance dans le traitement des données qui sont vraiment la pointe de ce que c'est de l'exercice du risque aujourd'hui. Et j'imagine que donc vous avez vu l'évolution, l'ère du numérique prend de plus en plus de place, que ce soit dans le financement ou dans le paiement. Est-ce qu'aujourd'hui vous vous adressez uniquement aux petites et jeunes entreprises, jeunes pousses, ou vous allez chercher plus haut sur finalement des TPE, PME déjà bien structurées avec plus de 50 salariés? Alors nous, c'est très intéressant parce que, comme notre offre de financement va de 10 000 € à 10 millions, en fait, on fait les deux, clairement. Alors, on a une majorité plutôt de jeunes pousses ou d'entreprises qui sont en croissance, mais au début de leur aventure de croissance. Mais on a aussi des très belles boîtes qui ont 10 millions, 100 millions de chiffre d'affaires et qui sont vraiment en train de regarder comment est-ce qu'on diversifie ces options financières. Alors justement, comme on le voit avec Silicon Valley Bank, en fait, un des gros problèmes de la gestion du risque, c'est justement d'avoir des options financières qui sont plus diversifiées, d'avoir plusieurs options dans son financement, dans ses comptes bancaires, dans toutes ses autres opérations financières, pour ne pas dépendre que d'un seul acteur ou d'une seule type de solution, et donc d'être beaucoup moins risqué si jamais celle-ci fait défaut. Et je complète ce que dit Sacha, ce qui est assez intéressant. Peut-être que le débat, parfois, a tendance à tourner sur est-ce que les fintechs viennent remplacer les acteurs institutionnels traditionnels. En fait, ce n'est même pas la question. On vient compléter une offre existante en adressant, et donc je te réponds aussi, les populations qui sont traditionnellement pas adressées. Donc, par exemple, chez Aria, le financement va bénéficier in fine aux freelances, aux TPE, aux PME. Ça ne veut pas dire qu'on ne puisse pas financer des boîtes d'autres tailles. Par contre, les événements récents sur la SVB posent une question qui est très pertinente, et c'est pour ça qu'on est en discussion actuellement, nous, avec Numéral, celle de la répartition des flux financiers, en fait, qui, je pense, est une question qu'on ne peut plus repousser. Ouais, sur la SVB, il y a eu l'exemple d'entreprises RH et de paye de salaire aux États-Unis. Donc, au-delà de leurs dépôts, ils passaient par SVB pour émettre des virements, des prélèvements, et du jour au lendemain, ils n'ont plus eu la possibilité de le faire. Et ça mettait à risque le salaire de plusieurs dizaines de milliers de travailleurs dans la tech. Donc oui, niveau risque, effectivement, les flux financiers, c'est un sujet sur lequel il faut chercher de l'optionnalité avec différents partenaires. Et en termes de coûts pour les auditeurs qui nous regardent, j'imagine qu'il y a des entrepreneurs, des entreprises qui sont à la recherche de financement ou de solutions de paiement. En termes de coûts, qu'est-ce que ça implique? Comment on peut absorber ce coût pour une jeune entreprise? Alors nous, ce qui est difficile, c'est qu'on n'a pas un seul coût parce que ça dépend du montant du financement, ça dépend entre guillemets du temps de financement qu'on a. Nous, on fait des financements entre 4 mois et 12 mois. On fait pour des montants, comme je disais, entre 10 000 € et 10 millions. Donc, fatalement, on a des couvertures et des logiques de pricing qui sont très variables là-dessus. Par contre, nous, on a un coût fixe qui est une commission. Donc, nous, par ordre de grandeur, dépendant des diverses options que je raconte, là, on est plutôt entre une commission entre 1 et 9 %.
Chez Aria, on fonctionne aussi sur le modèle de la commission, une commission entre 1 et 4%. Donc, pour rappel, on fait du financement de facture. Et le pricing va dépendre de 3 options, de 3 critères, on va dire. Le premier critère, ça va être le volume de financement qui nous est confié, qui va transiter par nous. Le deuxième critère, ça va être les délais de paiement, 30, 45, 60 jours. Et le troisième critère, ça va être le risque porté par le débiteur qui va par la suite nous rembourser la facture. Et du côté de Numéral, comment ça se passe? Alors, du côté Numéral, le modèle de prix, on va facturer à la transaction et au montant des transactions. Et après, c'est vrai qu'en fonction des acteurs avec lesquels on travaille, on voit des sensibilités différentes au prix. Un acteur comme, disons, Swile, par exemple, qui va avoir des dizaines, des centaines de milliers de transactions par mois, qui va avoir un revenu relativement fixe par utilisateur, on va pas pouvoir ils vont pas pouvoir rogner trop dans leur marge sur chaque transaction. Des acteurs de lending qui font des prêts sur des montants assez conséquents, avec des transactions et des volumes assez conséquents, il y aura plus de marge, ce sera un sujet moins sensible. Donc disons qu'on adapte notre modèle aussi et la répartition des coûts en fonction du business model des clients avec lesquels on travaille. D'accord. Alors, je suis désolé pour ceux qui viennent d'arriver. On va passer peut-être aux questions. Je ne sais pas si vous avez des questions dans la salle ou peut-être des points sur lesquels vous voulez revenir, parce qu'on est également aussi en vidéo. Donc, s'il y a des questions. Alors, il y a une question en ligne. Je vous y avais partiellement répondu, mais je la pose quand même. Comment gérez-vous le risque de crédit et le recouvrement? Alors, le risque de crédit, en fait, clairement, on va essayer d'évaluer la solidité financière de l'entreprise en prenant le maximum de sources d'informations, en faisant en sorte que ces sources d'informations sont connectées et qu'on puisse avoir des informations qui sont live, et en faisant en sorte d'avoir prenant des entreprises qui rentrent dans des modèles où on a un track record suffisamment profond et suffisamment long pour pouvoir justement analyser l'entreprise vis-à-vis d'autres entreprises dans sa cohorte et dans ses modèles. Après, sur le recouvrement, nous, on est avec des pratiques assez standards du marché qui nous permettent d'être sûrs, d'être sûr d'avoir le retour de notre investissement. Mais pour le coup, nous, notre zone de perte, on est plutôt dans une logique de zéro perte aujourd'hui, où on n'a quasiment pas de défaut. Donc, pour l'instant, on croise les doigts, on est plutôt dans cette logique. La gestion du risque crédit chez Aria est assez similaire à celle de chez Silver. Donc, on agrège plusieurs sources d'informations publiques, non publiques, celle de notre assureur crédit et l'historique de paiement de nos clients aussi. Et en fait, à chaque fois qu'on est en cours de contractualisation auprès d'un client, il y a toujours des échanges qui sont faits avec nos experts du paiement et nos analystes du risque en interne, qui fait qu'on est en capacité de dire on pourra vous financer à hauteur de tel montant. Ça, c'est pour la partie gestion du risque crédit. Sur la partie gestion du risque recouvrement, en fait, c'est un petit peu la même chose. Je pense qu'on utilise en plus tous les mêmes outils. Mais au-delà des outils, il y a aussi un aspect très humain au recouvrement. Et c'est ce qu'on met en place et qu'on définit ensemble avec nos clients au moment de l'onboarding. Comment va être géré le recouvrement? Sous quel délai aussi? Est-ce que ça va être du côté du client d'abord ou du côté d'Aria directement? Et puis ça, c'est assez personnalisé selon les cas de figure. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle ou peut-être pour ceux qui sont arrivés un peu en retard, si vous voulez dire un petit dernier mot, quelque chose par rapport à votre activité? Alors, nous, l'actualité chez Silver, on va parler de ça peut-être pour la fin. On est très fiers du fait qu'on vient de se lancer en Allemagne depuis janvier, où on a un beau bureau avec 6 nouvelles personnes qui nous ont rejoints, allemandes, mais pas que, et qui nous permet vraiment d'espérer d'être un leader européen,
puisque si on est un leader en France aujourd'hui et qu'on devient un leader en Allemagne, on sera leader des 2 plus grosses économies européennes. Ça, on est plutôt fiers de ça. On vient d'avoir la certification ISO 27000, ce qui nous donne on va dire un temps d'avance sur notre structuration justement de sécurité de l'information, sur le risque aussi, mais le risque de données, de partage de données, de sécurité des données. Et puis, on est une entreprise en plein développement. Comme le disait Santa, c'est vrai qu'on est dans un environnement où finalement l'économie se tend, où le financement devient plus difficile pour les acteurs historiques. Et donc, les populations qui étaient déjà moins bien servies par les options de financement historiques et actuelles sont encore plus en demande, surtout quand elles sont en croissance et quand elles deviennent des alternatives ou des possibilités de développement où elles font en sorte que le développement se passe pour ces belles entreprises. Et nous, clairement, c'est notre mission. Enfin, c'est vraiment ce qui nous drive chez Silver, c'est de rendre le financement plus accessible pour ceux qui construisent l'économie de demain. C'est une très belle conclusion. Et donc, je dois reprendre la suite de cela. Je le fais avec plaisir. L'actualité chez Ariab, et justement, le contexte fait qu'on pourrait se dire mais comment arrivez-vous à prospérer dans une économie ou dans une macroéconomie pareille ? En fait, tout simplement parce qu'il y a de la demande et parce que la demande est grandissante et parce qu'il y a une maîtrise du risque qui est quand même assez poussée. Et ça, en fait, ça va rassurer les investisseurs. Ils vont se dire, OK, on peut leur faire confiance. Et la dernière actualité chez nous, c'est qu'on vient de sécuriser une levée de dette de 50 millions d'euros. Donc, preuve en est qu'il y a de la demande et que l'entreprise est suffisamment solide avec une bonne gestion du risque pour continuer. Et je crois vraiment, vu la tournure que prennent les choses, que la demande ne va cesser de croître. Donc, on espère pouvoir accompagner les entreprises en France, mais pas que. On n'a pas encore notre bureau en Allemagne, mais on a pas mal de nos clients qui sont dans plusieurs pays d'Europe et qu'on accompagne aujourd'hui. Cette levée permet de financer justement les entreprises que vous accompagnez ? C'est exactement ça. Ça a été un parti pris de faire cette levée de dette et non en equities, parce qu'en fait, c'est ce qui va venir, ce qui va supporter notre traction commerciale et ce qui va financer tous nos clients, enfin tous les bénéficiaires de nos clients. Donc voilà ce qui s'ouvre pour nous prochainement. Merci Santa. Mathieu, un dernier. Oui, alors l'actualité chez Numéral, on en parlait avant le début de l'événement, donc on vient d'annoncer notre lancement en Grande-Bretagne, ce qui va nous permettre d'accompagner des entreprises britanniques à se lancer sur le marché européen continental, donc dans la zone CEPA, et inversement, des entreprises françaises européennes à adresser le marché britannique en travaillant avec des banques britanniques. Et on a vraiment une optique d'expansion européenne, couvrir tous les pays d'Europe pour accompagner les entreprises avec lesquelles on travaille dans leur développement européen. Dans ce cadre-là, nous, on est fiers de travailler et dans le futur de travailler avec d'autant plus d'acteurs du crédit comme Aria, Silver et d'autres entreprises jeunes pousses qui offrent d'autres services financiers. Nous, on veut leur fournir l'infrastructure nécessaire pour qu'elles puissent se concentrer sur leur cœur de métier, leurs produits financiers et pas avoir à se tracasser de toutes les contraintes techniques qui ne sont pas cœur à leur métier. C'est vrai, moi, je suis juste envie de rebondir sur ce que dit Mathieu. Je trouve que c'est quelque chose qui est assez nouveau. En tout cas, moi, quand je me suis lancé dans l'entrepreneuriat il y a 15 ans, c'était pas vraiment comme ça. Le rêve, c'était plutôt d'aller aux États-Unis. Mais là, on voit vraiment un écosystème européen d'acteurs fintech européens avec une vision européenne sur comment est-ce qu'on a développé une économie qui finalement est très vibrante, qui est avec des offres et des marchés qui sont quand même assez profonds et où il y a quand même des choses vraiment très intéressantes à développer en Europe. Et ça, c'est vrai que des acteurs comme Aria, comme Numéral et comme Silver, c'est des exemples, je pense, de cette nouvelle direction, ce nouveau focus européen. Et je pense que, personnellement, je trouve que c'est super intéressant d'être ici en FinTech aujourd'hui, malgré SVB, malgré pas mal d'autres choses. Merci. J'ai 3 questions pour vous. Je commence par la première. Avez-vous des expériences de FinTech microfinance ? Alors moi, je passe gentiment la main à mes collègues. La réponse est non, en ce qui me concerne. J'arrive pas vraiment à comprendre la question sur microfinance, c'est-à-dire. Ouais.
Je vais poser la question. D'accord. Et la deuxième question, c'est comment anticipez-vous le recours massif au cash et l'augmentation des taux des banquiers centrales et européens pour éviter le cas de figure de la Silicon Valley Bank? Alors clairement, je pense que, comme d'habitude, avoir une boule de cristal dans les logiques de taux indicateurs, c'est quelque chose qui est complexe parce que on le voit bien avec la crispation de secteur bancaire en ce moment. La hausse des taux, c'est plus vraiment à l'ordre du jour, en tout cas, c'est plus aussi public ou c'est plus aussi bullish. Donc clairement, on verra si une hausse des taux, on verra si elle dure, on verra à quel point. En tout cas, quelle que soit la hausse des taux, il y a une logique qu'il y a beaucoup de développement, qui cherchent du financement et qui ont besoin de personnes qui puissent les financer. Donc, entre guillemets, quel que soit X, il y aura des besoins pour aider ces boîtes dans leur développement. Et donc, il y a quelque chose d'intéressant à faire là-dessus. Mais surtout en ce moment, surtout avec ce qui se passe, je pense qu'il faut être prudent sur les prévisions de hausse de taux. Ouais, je rejoins Sacha sur ça. Je pense que l'anticipation, elle est complexe. En revanche, ça légitime des solutions comme les nôtres finalement aujourd'hui. Et moi, c'est ça que j'en retiens, c'est il y a une hausse des taux directeurs, donc il y a un accès au cash et au financement encore plus complexe, donc il y a de la demande. Cercle vertueux si on se place de notre point de vue. Et j'en reviens à l'élément que je mentionnais plus tôt, mais je pense que l'un des éléments de réponse à tout ça, ça reste la répartition, la diversification des flux financiers. C'est peut-être pas la seule réponse, mais je pense que c'est un élément de réponse. Sur le sujet de l'augmentation des taux, les clients avec lesquels on travaille de type prestataires de services de paiement, néobanques, etc., qui ont une certaine quantité de dépôts, quand même, de liquidité de leurs clients à passer, ça leur permet de commencer à négocier avec leurs banques partenaires pour une rémunération de ces dépôts. Et donc, utiliser les liquidités de leurs clients pour générer des revenus et peut-être faire baisser les coûts de leurs services en contrepartie. Donc, on va peut-être voir des dynamiques intéressantes là-dessus arriver pour ce type d'entreprise. Oui, c'était le problème des devises. Donc, vous commencez à taquiner un peu le multidevise, mais vous restez sur euro, c'est ça? D'accord. Pour l'instant, oui. Mais vous avez dans l'idée de... Parce que vos clients, ils vont pas faire que de l'euro, ils vont faire des prestations partout, même dans les toutes petites... même les freelances, ils travaillent un peu partout. Alors, typiquement, par exemple, pour nous, chez Silver, ce qui va être différent, c'est que nous, on est très précis, surtout on est très précis avec les covenants que nos partenaires bancaires ont, c'est que nous, on finance des entreprises françaises ou allemandes, et bientôt d'autres pays en Europe, et on les finance en euros pour leurs besoins au siège, si vous voulez. Après, qui déploient ces financements pour développer aux États-Unis ou en Asie ou X, donc là où ils auront des problèmes de temps, limite ça c'est chez eux. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on leur donne le financement pour qu'ils puissent le faire. Et ce qu'on s'attend, c'est comme on leur donne en euros, qu'on reçoit les fonds en euros aussi. Pour le coup, en ce qui nous concerne, le taux de change, ça va pas être un sujet. Et vu qu'on se concentre sur l'Europe et on a vraiment une stratégie Europe First et quasi Europe Only, en tout cas, aujourd'hui, il faut être toujours prudent là aussi sur la boule de cristal et où est-ce qu'on va se développer dans le futur. Parce qu'il y a un marché très profond et parce qu'on a beaucoup d'opportunités à développer ici. On pense qu'on n'est pas encore dans ces questions, en tout cas. De notre côté, on est pareil, essentiellement zone euro pour le moment, parce qu'il y a une demande déjà énorme dans ces zones-là. En revanche, on est en train d'étudier la question du pound notamment. On ne l'a pas étudié pour aller au UK dans l'absolu, on l'a étudié parce que, et on l'étudie, je ne sais pas pourquoi je parle au passé, parce que la demande vient de nos clients. En fait, on a certains clients européens qui sont en France, mais qui sont aussi au UK. Donc, c'est quelque chose qu'on est, sur lequel on est en train de travailler. On n'a pas de date précise encore, mais ça va venir. Et c'est aussi pour ça qu'on est en train de s'ouvrir, de discuter avec Numéral, entre autres, mais pas que, sur ces questions-là. Ça rejoint un peu ce que vous dites, mais du coup, est-ce que les marchés émergents d'Afrique pourraient-ils vous intéresser? Alors, moi j'ai eu la chance de travailler un peu en Afrique de l'Ouest, et c'est vrai que les marchés émergents en Afrique sont des marchés qui sont extrêmement dynamiques, qui ont des usages digitaux extrêmement
dynamique, extrêmement nouveau, notamment à travers le mobile et à travers tout ce qui se passe autour de ça, qui change énormément de ce que c'est une banque, de ce que c'est le financement au sens large. La plupart du temps, comme ce n'est pas des économies qui sont extrêmement bancarisées, on trouve des alternatives, notamment très digitales. Donc, bon, c'est quelque chose qui est toujours intéressant. Et en tout cas, moi, personnellement, où je reste assez vigilant à voir des nouvelles tendances émerger parce que, on a tendance à pas souvent le dire, mais en Afrique, il se passe des choses vraiment passionnantes qui peuvent nous aider à innover en Europe, aux États-Unis et ailleurs. Et il y a clairement des innovations qui vont venir de ce très beau continent. Sur cette question, je ne peux pas parler au nom d'Aria, mais je rejoins Sacha, notamment sur la place et l'émergence du mobile. À voir, à suivre. Si déjà on arrive à prospérer en Europe pour nos 3 boîtes, c'est super. Et puis on verra pour la suite. Il n'y a plus de questions, allez-y. Ok, je vous remercie. Merci à tous les 3. Merci à tous d'être venus. Il y a un petit buffet derrière pour manger. S'il n'y a pas de questions dans la salle, on va clôturer le webinaire. Merci beaucoup. Merci beaucoup.